Bonjour à tous et toutes, bienvenue justement dans cette deuxième partie des vidéos des cultures du Costa Rica. Cette fois, nous allons parler principalement de cette richesse, de tout ce qui nous concerne en dehors des peuples amérindiens. Alors, on va justement revenir un peu en arrière et on va parler encore une fois de ces termes. Qu'est-ce que c'est que la culture? Quelles sont les caractéristiques? Donc, on sait très bien que la culture nous est apprise et qu'elle nous est transmise par les noyaux familiales en fonction du milieu socioculturel dans lequel on est et auquel on appartient. Et cette façon, on nous enseigne, on nous apprend la connaissance pour vivre. Par exemple, la langue, les vêtements qu'on porte, les valeurs, la nourriture, les traditions, la façon de s'aimer, la façon de construire des maisons, de pêcher, de chasser, entre autres. La culture se manifeste donc à travers des légendes, des mythes, des traditions, des contes, entre autres, et justement qui nous fournissent implicitement une série de conseils, d'enseignements, des valeurs et des croyances. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont été apprises de la part de mes grands-parents grâce aux histoires et justement aux anecdotes qu'ils me racontaient quand j'étais plus petite. C'est justement un fait humain qui nous distingue des autres êtres vivants, en particulier par la capacité à élaborer des outils, des écritures, des constructions et aussi de partager notre histoire. Et là, donc la culture se transmet par la langue, la tradition orale, qui joue justement un rôle très important dans les sociétés, car elle constitue un pont et un moyen important de renforcer l'identité culturelle. Elle est aussi dynamique parce qu'elle se transforme, car elle est très vulnérable au changement dicté par l'actualité. Et dans tout ceci, on a justement tout un paysage culturel. Moi, j'aime bien utiliser ces termes pour parler du Costa Rica, parce qu'on sait très bien que les personnes qui s'y rassemblent en communauté développent des comportements et des habitudes communes, et qui deviennent des croyances, des traditions, des actions partagées, et ceci donne naissance à une culture spécifique. Donc tout à fait la nôtre. Tout ce qui affecte ou influence ensuite des paysages culturels dans lesquels résident certaines communautés. En ce qui concerne la diversité culturelle au Costa Rica, en proclamant le 12 octobre la journée des cultures, le gouvernement confirme par écrit la reconnaissance de la riche diversité culturelle de notre pays. Et c'est ainsi que le Costa Rica, bien qu'il ait un tout petit territoire, est aussi très hétérogène sur les plans culturels, et il s'agit d'un mosaïque multiculturel qui s'est encore enrichi à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, par la présence des Afro-Caraïbes et d'Asiatiques qui sont venus dans le pays pour diverses raisons, dont nous parlerons justement plus loin. Et oui, donc il y a des différentes formes. Vous avez peut-être écouté la chanson tout au début, la chanson de Walter Ferguson, et il y a de la musique, il y a beaucoup de manières différentes de partager une culture. Donc on parle aussi d'une tradition orale, une mémoire populaire. Quand on parle justement de ce qu'on partage de manière orale, on fait juste un témoignage du passé qui se transmet de bouche à oreille d'une génération à l'autre et qui se conserve dans la mémoire collective. Et donc c'est justement par la tradition orale que le peuple du monde ont transmis leur savoir et leur vision du monde aux personnes les plus jeunes. Costa Rica, on a différentes traditions, donc ces pratiques invariables, justement, qui sont transmises par l'action. C'est plutôt en regardant comment font les autres, et c'est transmis aussi de manière orale, depuis très longtemps, de génération en génération. On a des coutumes également costariciennes, c'est-à-dire un ensemble de pratiques et acquises justement d'une force, d'un caractère distinctif de notre pays, et cette coutume sont notamment facultatives. On va décider justement de le faire ou pas le faire. On peut faire justement déjeuner un gallo pinto, un mi coq pinto, parce qu'il y a des clients qui me disent ah c'est que ce qu'on va manger ce matin. Ils parlent justement des gallo pinto et ils te disent, par exemple cette coutume là, mes clients francophones quand ils viennent au Costa Rica, ils me disent mais comment est-ce que vous faites madame pour manger autant de fois le même petit déj? Je dis ça fait partie de ma culture, j'adore et j'en suis fière. Nous avons aussi des croyances différentes, ce que nous admettons comme vrai. C'est pourquoi nous accordons justement un crédit complet au fait une situation, on pense que c'est réel et les croyances illustrent tout ce qui est considéré comme surnaturel. Par exemple, quand on voit au Costa Rica une étoile filante, on dit qu'il faut faire un vœu et puis que ces vœux sera exaucé. Donc ce sont des formes d'expression culturelle que moi je partage. Maintenant j'habite en Suisse et puis je partage ceci avec les personnes d'ici et ils sont un peu étonnés parce qu'ils me disent vous êtes un peu bizarre madame avec ces traditions, ces cultures, ces coutumes dont on n'a pas vraiment l'habitude. Donc dans cette vidéo, on va vraiment nous concentrer et on va parler principalement de l'histoire, pas vraiment de tous les apports, mais plutôt de l'histoire des peuples non autochtones du Costa Rica. Au Costa Rica, différents groupes de nationalités différentes participent à sa formation socioculturelle, notamment les Américains de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.
et les Européens, les Hébreux, les Libanais, les Orientaux et des personnes d'origine africaine. La couleur de la peau, entre autres caractéristiques physiques, est et restera justement l'une des traces de l'héritage unique de ces groupes autochtones, africains, chinois et européens qui constituent le Costa Rica de nos jours. Euh, cette vérité est bien un peu en contradiction. Je ne sais pas si à l'école, on vous a appris, comme on me l'a appris, on m'a toujours dit à l'école qu'il s'agissait qu'on était un peuple blond, parce que on a hérité notre couleur et notre manière de vivre des Européens. Et non, on nous a un peu blanchi les cerveaux et on nous a fait un peu oublier le fait qu'on a un grand héritage génétique des peuples aborigènes, des peuples autochtones, des Africains, des Asiatiques, et que par rapport à la réalité costaricienne, justement, il faut qu'on valorise notre peuple et tous ces, justement, mixités qui existent. On va justement raconter un petit peu d'histoire, ce qui concerne l'histoire du Costa Rica. C'est pour mieux comprendre par la suite comment nous sommes arrivés à avoir cette richesse culturelle. On peut se dire que les sociétés du ancien Costa Rica se sont développées à l'articulation des mondes mésoaméricains et indiens, et elles sont liées à peu de témoins matériels. Donc, il y a quelques poteries, quelques bijoux, quelques sculptures d'or et de jade. Le peuplement de la région n'a jamais été très dense au Costa Rica par rapport à d'autres communautés comme le Mexique ou autres. En 1502, lors de son dernier voyage, chose qu'on nous apprend à l'école, Christophe Colomb prend pied sur l'île Uvita face à l'actuel Porto Limón, et c'est lui donc qui aurait baptisé Costa Rica. Il a été étonné à ce moment, puis, parce qu'il n'y avait pas vraiment un grand trésor, mais une terre fertile et plutôt un climat favorable qui ont permis l'installation de l'établissement justement d'une colonie agricole modeste en 1522. Les Espagnols soumettent sans peine et avec beaucoup de violence, avec beaucoup de maladies aussi, le peuple autochtone de l'époque, et établissent une société égalitaire d'agriculteurs, pas trop embêtés par les autorités de la capitainerie de Guatemala, dont ils dépendent. Parce que comme il n'y avait pas beaucoup d'heures à l'époque au Costa Rica, il y avait moins d'ennuis, et ceci allait justement faciliter l'installation dans le pays. À la fin du XVIIe siècle, cependant, l'Espagne cherche à rentabiliser cet investissement et à développer des cultures industrielles. Le tabac est donc introduit, puis le café, et tout en dernier, pour nourrir la population migrante qui s'est installée dans le Costa Rica pour construire le chemin de fer, on a introduit la banane, et cela, ça fait partie justement de l'histoire des afro-descendants, des afro-costariciens. Ces changements de braquet assurent une certaine prospérité dans ce siècle passé, sans remettre fondamentalement en une question égalitaire costaricienne. C'est pas tout le monde qui était riche, ou qu'il y avait vraiment un grand décalage entre plusieurs peuples. En 1821, le Costa Rica s'est joint à une déclaration d'indépendance commune du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua. Et après un bref intermède mexicain, le pays dont San José, avant c'était le Cartago, après ceci c'est San José qui devient la capitale, intègre donc la République fédérale de l'Amérique centrale. En espagnol, la República Federal de Centroamérica. En 1838, le Costa Rica entreprend de voler de ses propres ailes, c'est-à-dire sans organiser un peu mieux, et à édifier un régime républicain plutôt stable, c'est-à-dire à introduire le vote, les suffrages universels en 1889, et en 1856, l'intervention contre l'aventurier. Il y a eu quelques petites histoires de guerre en Costa Rica, pas aussi sanglantes que dans d'autres pays. Il y a une intervention contre l'aventurier William Walker, ce qu'on connaît en espagnol comme filibustier ou filibustero. Et c'est l'une des rares opérations militaires extérieures costariciennes. L'éducation, donc, devient gratuite et obligatoire et instituée dès 1869. Et la décennie suivante, l'exportation de la banane donnera lieu à la construction justement de chemins de fer dont je vous ai déjà fait mention. Je vous ai déjà un petit peu avancé que c'est justement pour cela qu'on a une culture africaine qui s'est installée au Costa Rica. L'aventure de la United Fruit Company commence au Costa Rica, et une mésaventure et un périple pour les Costariciens et les personnes migrantes qui cherchent du travail digne s'établit aussi. Les zones côtières sont rapidement modernisées et le pays entre dans le champ de l'effort du capitalisme moderne. Le XXe siècle est marqué ainsi par deux brèves périodes de violence, la dictature générale de Federico Tinoco Granados
Et après, il y a une guerre civile qui dure un mois et demi en 1948. Cette dernière, euh, justement, cette dernière guerre civile aura des conséquences, bien sûr, des conséquences nuisibles, mais aussi d'autres favorables. L'armée est abolie et une nouvelle constitution va s'assurer 60 années de assurer 60 années de régularité politique à la République du Costa Rica. Alors, parlons plutôt de l'identité culturelle. On s'est dit justement dans la vidéo précédente que l'identité culturelle fait référence à l'ensemble de toutes les caractéristiques d'un lieu, d'un pays, d'une société, et qui nous distingue d'une certaine manière des autres. Et donc, il s'agit d'un aspect très important pour la reproduction culturelle et d'appartenance à un groupe, à une région. Par exemple, le groupe originaire de la région de Guanacaste, des Caraïbes ou toute autre partie du Costa Rica vont avoir des caractéristiques propres à eux, que ce soit un vêtement spécifique comme dans les Caraïbes, très coloré, ou à Guanacaste avec le chapeau des cowboys que nous savons. Donc c'est justement, que ce soit les vêtements, que ce soit une manière de communication variée, que ce soit des sifflements, des onomatopées, des gestes, et même la manière de se transporter, d'aller, de se déplacer d'un endroit à l'autre, comme la bicyclette, le cheval ou la charrette, ce sont des éléments identitaires de notre pays, de notre culture. La richesse du Costa Rica repose donc en grande partie à la diversité culturelle de notre population. Tout le long de son histoire, la population autochtone préhispanique a été régeante par des vagues d'immigrants. Donc, nos Amérindiens, dont on a parlé avant, dans la vidéo précédente, étaient toujours accompagnés aussi et des personnes immigrantes qui venaient s'établir dans les pays. Ils sont établis justement sur le sol costaricien et l'ont considéré comme leur terre natale. On y trouve aujourd'hui, aux côtés des habitants métis majoritaires, une grande variété des groupes ethniques dont on a parlé avant. On a parlé de toutes les 8 groupes et peuples amérindiens que nous savons. Et il y a aussi d'autres immigrants qui ont apporté leur propre héritage culturel, dont je parlerai par la suite, comme les descendants africains, les Chinois. Je ne ferai pas mention aux Libanais ni aux Italiens, justement parce qu'ils se trouvent au Costa Rica en moindre quantité. Et puis, parlons justement des Afro-Costariciens. Donc, c'est très important de revenir en arrière et puis de parler de notre culture afro dans notre pays. Juste en sorte de résumé, on sait très bien que ces groupes ethniques se trouvent dans les Caraïbes du Costa Rica. Ils ont une architecture vernaculaire qui est préservée avec des maisons qui sont construites en bois et ventilées sur des poteaux, ce qui est très joli à voir, avec des larges couloirs. Et aujourd'hui, les systèmes de construction traditionnels est sérieusement menacé par le système moderne. Cependant, certaines maisons et bâtiments ont été déclarés patrimoine pour pouvoir les sauvegarder pour les générations futures. Il existe une très grande consommation et préparation des thés à base d'herbes aromatiques et d'autres plantes. Donc, c'est pas comme à la majorité du pays, on préconise boire du café, donc là-bas, on va boire d'autres choses. Par exemple, là, il y a qu'on connaît, la guasapo, des boissons à base des herbes, de citron ou autres. Il y a une alimentation, ils ont une alimentation à base de tubercules et des racines. Et il y a une utilisation caractéristique du lait de coco et du piment dans la cuisine traditionnelle. Alors j'imagine que vous savez tous manger un rice and beans et que vous savez de quoi je parle. Il y a aussi la collecte d'eau des puits à l'usage domestique, l'utilisation de l'écorce de noix du coco pour le polissage des planchers en bois franc. C'est comme ça que 2 fois je nettoyais la maison dans des parties du bois. Et il y a aussi une présence d'une culture rythmique, comme vous l'entendez, manifestée par les calypsos, les quadrilles, les chants religieux aussi, comme les vangina. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre musique pour leur religion. Donc ils vont avoir, par exemple, le gospel. Ils parlent différentes langues, l'anglais créole limonien, l'anglais créole du Limon, l'anglais caribéen standard, l'espagnol, on dit justement que dans les Caraïbes, ils ont leur propre langue, c'est-à-dire le May I tell you, qui veut dire May I tell you en anglais, et qui fait partie de leur richesse. Donc, toute cette mixité, tout ce mix, c'est un mix entre différentes langues. Il y a aussi des gens très importants, comme le plateau et les dominos, ils sont très forts pour faire ça. Et il y a des personnes ayant une mentalité religieuse très tolérante, qui se distinguent dans les domaines sportifs, intellectuels, politiques, ainsi que dans une promotion de la culture et tradition orale de leurs valeurs. Ils sont très fiers et très calmes, très posés. Mais il y a quand même une certaine problématique dans la population afro-costaricienne, malheureusement. Et justement, Hutchinson
affirme que la communauté afro-costaricienne traverse actuellement une crise socio-économique due principalement à la négligence de l'État, à une perception erronée des besoins de la communauté ou à une attitude d'indifférence totale à leur égard. Si on se promène dans les Caraïbes, si on parle avec la population des Caraïbes, on va nous dire que deux fois, on est juste un monde, c'est une communauté oubliée par l'État. Ils se disent qu'il y a beaucoup de stéréotypes malveillants et que deux fois ils sont considérés comme une population un peu dangereuse, mais c'est pas une vérité en soi. Hein. Et justement, cette région souffre des taux élevés de chômage, de sous-emploi, ce qui est ironique, parce que dans une province qui gère les plus de 75% des importations et d'exportations du pays, qui a su semer justement une bonne partie, qui voudrait semer une partie de ses récoltes. De nombreuses activités traditionnelles, comme la pêche, l'agriculture disparaissent, tandis que les afro-limonenses sont afro-costariciens sont exploités à très bas salaire, ce qui incite l'exode des jeunes vers la capitale ou même vers d'autres pays. Eux, ça va fragmenter la communauté. D'autre part, la culture rythmique a subi également un impact de mercantilisme, car les gens écoutent davantage le reggae commercial et d'autres types de musique importées, plus que leur propre création musicale. Et maintenant, parlons des afro-costariciens d'aujourd'hui. C'est un peu bien, la population d'ascendance afro-antillaise du Costa Rica a toujours souffert de deux facteurs négatifs. Malheureusement, il y a eu, et il y en a encore, des préjugés raciaux de la population qui est considérée comme supérieure, comme une population qui n'est pas afrodescendante, qui se considère des fois comme une population blanche, c'est-à-dire tous les restes des habitants du Costa Rica. Une grande partie de cette population a eu des préjugés sociaux et raciaux contre la population des Caraïbes de notre pays. La situation générale dans la région qu'on connaît en espagnol de Vuelta Atlántica ou à la région atlantique, où les niveaux d'investissement, que ce soit des investissements nationaux ou étrangers, dans les infrastructures et les services, ont suivi une trajectoire stagnante. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent au niveau d'investissement, et ceci a ralenti l'expansion par rapport à la vallée centrale. Toutefois, le profil de l'ethnie afro-carabienne costaricienne est celui d'une collectivité qui a su tirer parti des possibilités offertes par d'autres choses. Donc, quand ils ont eu la possibilité d'avoir des mouvements migratoires à l'intérieur et au-delà de la zone des Caraïbes, même si cela ne signifie pas une réconciliation aisée pour ces raisons très géographiquement dans la province de Lima, il y a eu des personnes qui ont dû justement migrer dans d'autres zones pour pouvoir mieux s'en sortir. Il y a aussi le facteur de l'éducation pour atteindre un niveau socio-économique et académique justement exceptionnel. Les personnes des Caraïbes vont se battre, vont étudier, vont se donner au maximum pour pouvoir avoir des opportunités comme les autres. Il y a aussi quelque chose culturel qui se passe, il y a des unions mixtes avec la société pagna, ce qu'on connaît justement d'une relation de couple qui s'est fait entre une personne des origines des Caraïbes avec une personne qui n'est pas des origines afrodescendantes, ou plutôt afro-costariciens. Ces sont mixtes, ne fonctionnent pas comme un mécanisme de blanchiment et ne font pas partie d'une stratégie personnelle visant à abandonner l'appartenance ethnique afro-costaricienne au profit d'une identité non ethnique. Au contraire, au sein de ces ménages mixtes, il semblerait y avoir une préférence pour l'identification de l'ascendance afro-costaricienne. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont être en couple avec une personne originaire de la culture afro-costaricienne, ces personnes vont être tellement fières d'être avec quelqu'un avec une culture et une connaissance aussi riche, et ils vont justement se sentir fiers de partager cela, même si il s'agit d'une personne qui vient de la vallée centrale. Il y a eu quand même quelques avancées afro-costariciennes, et puis on peut dire que depuis l'entrée des afro-costariciens dans la vie politique du pays au début des années 1950, les progrès et les concessions politiques en faveur de la communauté africaine ont été pratiquement nuls, mais il y a eu des progrès réels qui peuvent être assumés quand on suit. Il y a la loi sur le curling, justement, cette loi, elle fait référence à M. Alex Curling Delisers, qui était le premier député africain ou afro-costaricien, et il s'agit d'une loi adoptée en 1955 qui a facilité la naturalisation de la communauté, justement, la communauté de provenance africaine. Dans les plans de l'éducation de 1974 ou 1974, qui vise à remédier aux préjudices causés par le système éducatif à la communauté d'ascendance africaine. À cet égard, Madame Thelma Curling
qui est la première personne afro-costaricienne députée, a plaidé en faveur de l'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires de Lima. L'académien Quince Duncan a appelé à ce plan, justement, à ce plan, il a cherché des enseignants afro-costariciens qui comprennent et qui parlent la langue vernaculaire locale pour pouvoir donner des cours en Mekateliu ou dans la langue créole des Caraïbes. Il y a eu, on la connaissait avant aussi, hein, la journée du noir. Heureusement que le nom a changé. Et c'est maintenant la journée de la culture afro-costaricienne. Et cette journée a été proclamée en 1980, qui sera célébrée tous les 31 août. Selon les communautés, ils vont le célébrer les 18 août ou autre, et conformément au décret qui était publié en octobre de 1980. Tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics et privés, les comités culturels et la communauté afro-costaricienne du pays organisent des manifestations pour faire connaître leur culture. D'après Allen, cette célébration répond à la nécessité de reconnaître les apports du secteur afro-costaricien sur un pied d'égalité avec les apports économiques, socio-culturels d'autres groupes ethniques du pays. Et il reconnaît en outre une lutte ouverte et nécessaire contre toutes les sortes de préjugés qui malheureusement subsistent encore dans notre pays et surtout dans tous les continents. Donc cette journée est tellement importante, je vous parlerai par la suite et je vous montrerai quelques vidéos qui font mention à ceci. Ça vaut absolument la peine d'apprendre, de s'investir et de pouvoir découvrir tout ce que cette communauté ethnique peut nous partager. Il y a quand même une rupture il y a eu une rupture des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud en 1986 et 1990 ou 1990 par le gouvernement blanc de l'apartheid, avec la ratification des lois antidiscriminatoires. Il y a également une commission qui a été créée en 2010, c'est la commission afro-costaricienne. C'est un organe créé par l'Assemblée législative pour définir un programme visant à faire connaître le groupe ethnique d'ascendance africaine comme l'un des principaux acteurs de l'État costaricien et pour coordonner avec les institutions de l'État, les agences de l'ONU et de l'OEA, entre autres instances internationales, toutes les activités liées à l'année internationale des personnes africaines. Et ceci a commencé en 2010, mais a continué dans les années suivantes. Maintenant, parlons un peu de la religion afro-costaricienne, justement. D'après Melendez et Duncan, elle peut être classée en 3 grands groupes. Il y a bien sûr les religions protestantes, notamment anglicaines, baptistes, méthodistes, adventistes, et il y a aussi les témoins des Jéhovah. Il y a des sectes para-religieuses, syncrétiques, et dans cette secte, on distingue 3 types principaux. On les connaît sous le nom des loges. C'est avant tout une organisation de fraternité, et qui s'organise comme un centre de réflexion philosophique. Cependant, on lui attribuait malheureusement beaucoup d'exagérations fantastiques qui ne sont pas leur réalité. Il y a aussi, justement, un autre type qui s'appelle la Pocomia, et elle reçoit les noms des Pocomaniens également. Il s'agissait d'une sorte de culte minoritaire qui s'est situé à Limon, mais qui était craint par le peuple, car pendant les cérémonies, il y avait des possessions d'esprit. Ils utilisaient des sautelles, ils faisaient une danse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et cette danse, cette pocomia était accompagnée d'une musique de tambour dans laquelle leurs participants étaient connus comme des sorciers célèbres qui défendaient les leurs et qui défendaient leur peuple en blessant leurs ennemis. Ils sont les ennemis. Mais cependant, même au cours de leur célébration, ils utilisaient des chants, des hymnes de Saint-Quay, des chants sacrés et des fragments des Écritures bibliques. Et il y en a encore, les Obia. C'est un mot africain qui signifie puissance, une puissance spirituelle, qui peut être utilisée pour protéger, défendre ou attaquer l'ennemi. Un Obia ou un Obéa n'est pas un sorcier, mais c'est une personne avec des pouvoirs surnaturels. Et parlons aussi de ce qui est la religion catholique chez les Afro-Costariciens. On peut dire que le catholicisme n'est pas vraiment né chez les Afro-Costariciens, vu qu'ils étaient majoritairement et traditionnellement protestants, et ils les sont encore. Bien sûr, il y a ce contact avec la population métisse qui a emmené quelques conversions, quoique dans une très faible proportion. Cependant, quelle que soit la forme de religion avec laquelle les Afro-Costariciens sont confrontés, ils ont une tendance énorme à la respecter. Il s'agit des gens
d'une mentalité religieuse ouverte et ils ne vont pas avoir des préjugés contre la religion catholique en tout cas. Et maintenant, parlons justement des manifestations culturelles rythmiques afro-costariciennes. Donc, vous l'écoutez. J'imagine que vous entendez un peu la musique du fond. Il s'agit justement d'une musique qui est connue tout autour du Costa Rica. Il s'agit de Calypso, et qu'on connaît comme Calypso limonense. C'est un chant traditionnel de la population de cette province qui est cultivé et qui est utilisé principalement à l'origine uniquement par une partie de la population. Il s'agit d'une forme musicale chantée avec beaucoup de dynamisme, car depuis ses origines, caractérisée par le fait qu'elle constitue un canal de communication entre la population et les événements et phénomènes sociaux, politiques et culturels. Donc c'est une musique qui va au-delà de juste des chants. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, justement avant l'abolition, avant que il y a eu l'abolition de l'esclavage. Les personnes d'origine africaines n'avaient pas vraiment le droit de communiquer entre eux, de dire des choses. Donc, ils ont commencé à créer des musiques pour pouvoir parler. Donc, ce qui est cette culture calypso, c'est un chant qui communique beaucoup de choses, mais qui raconte aussi beaucoup d'histoires et qui fait partie de cette culture. C'est une sorte de lien commun à de nombreux peuples des Caraïbes. Dans la province de Limon, dire calypso fait probablement référence à un style musical qui contient des apports de mento, du son cubain, des calypso trinitaires, bien sûr, c'est là où est né les calypso, puis du reggae et de la salsa des années 1980. Selon Monestel, l'instrumentation ou les instruments typiques pour l'exécution des calypso du limon consistent on utilise un maribola, un banjo, ce qu'on connaît comme une tumbadora, un ukulélé et un kijongo. D'après Monestel aussi, elle fait mention cette personne fait mention à plusieurs chanteurs, dont l'un des plus importants, c'est M. Walter Ferguson, qui est connu sur le nom de Mr. Gavitt, ou Monsieur Gavitt. Il y a Joseph Darkin, qu'on connaît comme Papaton, et au Papatoon. On a Robert Curlew, on connaît sous le nom de Bouddha, et M. Herbert Clinton, qu'on connaît sous le nom de Linky. Il y a bien sûr beaucoup de chanteurs très connus dans les Caraïbes du Costa Rica qui ont une forte culture musicale en calypso. Et il y a aussi des autres danses et plus de musique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous connaissez, peut-être que dans le cours de français, vous avez entendu parler de la quadrilla. C'était une musique qui est originaire d'Europe. Elle est apparue en France sous le règne de Napoléon Ier en 1816 et a été introduite en Angleterre par Lady Jersey et de là a atteint les Caraïbes. Monestel Duncan indique que le groupe est originaire de Jamaïque et se danse entre 4 couples sur 2 formes d'accompagnement musical. D'une part, il y a la musique traditionnelle européenne, et comme dans les danses de salon, et d'autre part, il y a la musique de mento. Les ensembles de mento accompagnent donc ces danses en jouant une variété de mélodies traditionnelles européennes, à l'exception, bien sûr, du mento, qui est justement la première musique créée par les Jamaïcains. On va écouter un petit peu. Peut-être c'est la première fois que vous écoutez la quadrilla. Il y a aussi une musique incroyable, très connue dans le monde entier, qui est pratiquée, qui est jouée, qui est très important, qui a une place très importante chez les afro-costariciens. Il s'agit du gospel. C'est une musique religieuse qui incorpore les hymnes et des chants développés par les Afro-Américains à partir de leurs années d'esclavage et de répression au XIXe siècle. Donc, gospel est un mot anglais qui signifie évangile. Nous avons également le calypso des Caraïbes, le calypso de Limon. Il s'agit d'un chant traditionnel de la population de cette province et qui est très très important. Comme on a entendu avant, on a écouté justement dans son temps dans cette présentation avec M. Walter Ferguson. Et c'est
c'est une musique qui fait tout le monde danser. Alors on va voir, il y a également une autre Nos vidéo. encontramos en el Caribe de Costa Rica en el mes de agosto y es que cada año se da acá la celebración del máximo evento en todo lo que es la zona caribeña y hoy te vamos a contar cómo es, de qué se trata y de qué forma puedes venir a disfrutarlo. Arrancamos. Mais s'il n'y a pas que la culture des Caraïbes qui a fait des grandes contributions au niveau culturel au Costa Rica, il existe aussi une communauté chinoise qui a permis justement d'enrichir au niveau culturel notre pays. Donc, juste sur le plan historique, il y a une première arrivée, une deuxième arrivée, et d'après Allen, en raison des problèmes politiques de la dynastie chinoise, ainsi que des relations de la domination de l'Empire britannique et des pressions sociales internes massives, le gouvernement chinois a été contraint de déclencher des processus migratoires au sein de sa population afin de minimiser les affrontements et de s'attaquer aux problèmes de la surpopulation chinoise à l'époque. Donc pour les cas costariciens, et comme première arrivée, d'après Chou, il y a eu aux alentours dès l'année 1852, le gouvernement costaricien s'intéresse une première fois à la migration chinoise et en 1855, il a réussi à introduire à Punta Arenas les 77 premiers travailleurs chinois destinés à effectuer des travaux dans les plantations du café. Pour la seconde arrivée, il est indiqué qu'en avril de 1872, la famille Keith, la famille des Minor Keith, soumettre au gouvernement costaricien une proposition qui a consisté à obtenir une prime de 30 pesos pour chaque Chinois entrant dans le pays, obtenant aussi un permis qui allait au-delà de la loi 24 sur les bases et la colonisation qui interdisait l'entrée des Chinois et des Africains au Costa Rica. En 1873, environ 653 personnes d'origine chinoise arrivent de Macao à Punta Arenas et à Cartago, et de ces groupes, certains ont été vendus, il s'agissait justement d'une sorte d'esclavage, pour travailler dans la vallée centrale, d'autres pour la construction du chemin de fer et un autre groupe pour le producteur du café. Ces personnes ont été justement offertes en fonction de leurs conditions physiques, dont les acteurs politiques, les éducateurs et les fermiers de l'époque ont participé au marché humain, c'est-à-dire à cette traite de personnes. Dans le contexte des contrats, on dit justement que les contrats stipulent que les Chinois devaient travailler 12 heures par jour et 3 jours de congé par an, tandis que les importateurs de l'époque devaient leur fournir une alimentation saine, un logement couvert, 3 couvertures par an, 5 pesos par mois, chose qui était rarement arrivée, et des soins médicaux gratuits en cas de maladie. Cependant, malgré une prétendue égalité devant la loi, ces personnes n'ont pas été traitées comme telles, comme des êtres humains. Leurs droits humains ont été oubliés et ceux qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer étaient constamment atteints du paludisme. D'autres travaillaient à moitié nus parce qu'on ne leur achetait pas vraiment des vêtements comme était convenu. Ces personnes vivaient dans des sortes de grandes cabanes, des ranches, au lieu d'une chambre couverte où tout était ouvert. Et percevaient un salaire de 4 pesos et étaient pratiquement privés de leur salaire. Donc on leur donnait, oui, comme on a fait avec cette migration africaine qu'on a eue aux Antillaises, on leur donnait un ticket pour qu'ils puissent faire usage de leurs 4 pesos, mais à la fin, ils devaient tout acheter chez l'entreprise justement de l'État qui reprenait cet argent. Beaucoup cherchaient constamment à fuir. Certains se sont suicidés et par conséquent, le nombre des Chinois qui s'est établi au Costa Rica a largement diminué. Et il est très regrettable de dire que ce groupe ethnique a subi des mauvais traitements, les plus graves encore que ceux qu'ont souffert les personnes des Afro-Caraïbes 2 siècles auparavant. Et malgré ceci, ils nous ont justement partagé leur culture. Parmi les pratiques culturelles traditionnelles, on peut citer les arts martiaux, la danse, la consommation du thé, la fabrication, l'utilisation de la vaisselle et de la verrerie, le brûlage de la poudre à canon pour chasser les mauvais esprits. Il y a la confection de vêtements traditionnels où prédomine le rouge, considéré comme éloignant la malchance et les mauvais esprits. L'art de la calligraphie,
justement un bijou unique. Et la gamme appréciante des plats où la nourriture est un véritable acte solennel chez les Chinois, où l'on mange avec des baguettes et habituellement à partir d'une cuillère de mangue toute courte en céramique et en plastique pour servir à prendre la soupe. Donc le groupe bouddhique chinois organise également des fêtes, telles que le font les personnes des Caraïbes, que ce groupe continue de pratiquer dans son pays et dans leur pays où il se trouve. Donc parmi les danses les plus anciennes, on peut citer la fête de printemps et celle de l'interne. La première s'appelait autrefois la fête de Nouvel An. Et depuis les temps reculés, la civilisation chinoise avait une agriculture très développée, de sorte que cette fête correspondait inconstatablement à la production agricole. Elle commençait au milieu d'une douzaine du mois et s'est terminée au milieu du premier mois, les croissants de la lune. Il a donc en tradition durait justement 15 jours, et la seconde a commencé il y a 1000 ans dans la dynastie des Tang, qui célèbre justement les 15e jours de la première mois lunaire et correspond à la première nuit de pleine lune après la fête du printemps, effectuant de nombreuses activités comme la danse du dragon. Donc ici, pour des effets plutôt représentatifs, il y aura un certain moment des fêtes où la population chinoise costaricienne fera la danse du dragon, justement, qui fait référence à ce que je viens de dire. La danse du lion et du dragon, apparue pendant la dynastie des Han, était une cérémonie de respect pour les ancêtres et de demande de pluie, qui devint ensuite une reconstitution. Pendant les dynasties de Tang et de Song, la danse du dragon était déjà très répandue dans les fêtes de Nouvel An et d'autres fêtes. À la veille de la récolte d'automne, un lieu justement du spectacle traditionnel de la danse du lion et du dragon, où la clé de la danse réside dans la manipulation des têtes des animaux mythologiques, qu'on a la chance de voir de temps en temps quand il y a la fête de Nouvel An, dont justement les personnes chinoises se fêtent à Saint-José de temps en temps. Les générations actuelles, donc d'après Shen Apui, de nombreuses familles d'origine chinoise comptent déjà au moins de 4 ou 5 générations. Dans de nombreux cas, les noms chinois ont disparu du fait des mariages avec les personnes costariciennes et les personnes non chinoises. Dans d'autres cas, il y a un changement, et il y a des espagnolisation des noms chinois, et il est donc difficile de savoir qui a des ancêtres chinois ou pas. Le nom des familles, tels que Sanchez, Sancho, Sanchun, Quiroz, Lopez, Soto, entre autres, rendent difficile l'identification des personnes d'origine chinoise, car dans de nombreux cas, les personnes immigrées venues sans leur famille avaient des enfants, des femmes costariciennes, et n'étant pas enregistrées ou baptisées sur le nom de la... Étant justement, cette personne était enregistrée, baptisée sur le nom de la mère. On peut dire qu'il y a plus de 100 Chinois dans la population costaricienne comme on le soupçonne. C'est juste qu'on n'a pas vraiment le registre pour le dire. Et parmi les nombreux descendants des ethnies chinoises costariciennes, qui, depuis leur tranchée, ont contribué à la croissance économique, culturelle, surtout scientifique, médicale et universitaire aussi du Costa Rica, il convient de souligner le travail de Madame Hilda Apui Espinosa. Il est né en janvier de 1923 et c'est une personne qui était la fille d'un immigrant chinois qui a adopté le Costa Rica comme une nouvelle patrie et d'une mère costaricienne de sang métis. Madame Hilda est l'une des plus grandes représentantes intellectuelles et un précurseur dans la recherche, la connaissance et l'étude des cultures orientales ici, avec des contributions significatives pour pouvoir valoriser la diffusion et le développement des relations multiculturelles, faisant connaître notre contexte réel, symbolique de ces cultures. Et aujourd'hui, les enfants chinois vont à l'école locale, deviennent des personnes professionnelles de toutes les disciplines. Bien sûr, c'est des personnes qui ont un peu changé leur culture, se sont adaptées, ce sont des personnes qui sont devenues catholiques, ce sont des costariciens. Cependant, il y a toujours un sentiment d'appartenance à une minorité ethnique très différente, même lorsque le nom des familles ne l'indique pas. Alors, on peut dire aussi qu'il y a une très, très grande... il y a des grandes contributions de la culture asiatique au Costa Rica. On parlera peu ici, par exemple, de tout ce qui est la gastronomie chinoise. On parle justement plutôt des contributions très récentes, car le Costa Rica a reçu une importante contribution allant de la main-d'œuvre depuis qu'ils sont arrivés à l'infrastructure. Et par exemple, ceci est témoigné par le pont qui a été créé sur la rivière de Tempisque, fourni par le gouvernement de Taïwan, et l'actuel stade national qui était aussi fourni par le gouvernement de la République chinoise. Et tout le long du territoire, on trouve un large éventail de magasins, des produits orientaux, des hôtels, des commissariats, des restaurants, des banques, où ils offrent et exposent leur culture orientale dans notre pays. Et puis,
reportage aussi, j'ai bien fait. Instalaciones artísticas y pinturas reflejan el legado de la cultura china en nuestro país. Historia de la Montaña de Oro es una muestra visual que reúne artistas plásticos costarricenses para celebrar el 10º aniversario del Instituto Confucio de la UCR. Se tomó la idea de que, como esta es una exposición de artistas costarricenses de origen chino y que a partir de la época en que llegaron a Costa Rica por Punta Arenas en 1855, pues decidimos ponerle el nombre precisamente a los. Les contributions de la culture asiatique au Costa Rica sont énormes et innombrables. C'est pour ça que je ne m'attardais pas plus à parler davantage, justement. On fera mention de tout ce qui est la gastronomie et les différents types de gastronomie existants dans notre pays dans la troisième vidéo que je ferai par la suite. Mais on sait déjà que toutes les populations différentes, toutes les ethnies, tous les groupes différents du Costa Rica nous sont permis d'enrichir notre culture et que on est justement un pays qui est formé de différents groupes. Alors on a vraiment une très grande chance, il faut en être fier, il faut faire de cette variété culturelle et de cette richesse justement un attrait touristique. Et merci encore une fois d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée à vous et une bonne continuation. Merci beaucoup.